la matinée qui a précédé. Nous allons débuter donc avec un regard croisé. J'ai le plaisir d'accueillir Pierre Bélanger et Guy-Philippe Goldstein. Alors merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation, ce regard croisé. Pierre Bélanger, président, fondateur de Skyrock, auteur notamment de Souveraineté numérique aux éditions Stock, et puis Guy-Philippe Goldstein, chercheur, expert des questions de cyberdéfense, auteur de Babel Minute Zéro aux éditions de Noël. Alors la question qui vous est posée à tous les deux, messieurs, regard croisé sur les technologies numériques, signent-elles la fin des nations ? Une question qui est relativement orientée, voire idéologique. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, Pierre Bélanger ? Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être ici. C'est un plaisir de retrouver Guy-Philippe, avec lequel j'ai eu l'occasion d'échanger dans un café, présenté par un ami commun. Et c'est formidable de le partager ensuite, parce que c'est une discussion brillante, pour sa part, qui m'avait beaucoup inspiré. Alors, oui, une question idéologique, la manière dont vous la formulez, parce que cela voudrait dire que, dans les faits, la notion de nation est en danger. Et de dire, voilà, qu'est-ce qu'une nation ? C'est l'État-nation, c'est l'État, c'est le territoire, c'est la souveraineté, c'est la frontière, c'est la loi commune, et que tout cela serait menacé, serait en péril. Donc, je pense qu'on doit avoir là-dessus un regard à deux étages. La première chose, c'est de dire, en effet, oui, il y a une menace, au sens où ce n'est pas l'État-nation qui est menacé par la technologie numérique, mais c'est certaines nations qui peuvent prendre la domination sur toutes les autres. Donc, je pense qu'il y a un étage politique qui est capital. Je pense que la politique est devant la technologie. Je pense qu'Internet est un projet politique avant d'être simplement une technologie. Et que donc, c'est plutôt la réaffirmation au travers du numérique des nations que la fin des nations. Mais certaines nations peuvent effectivement se voir vassalisées par ce processus. Donc on peut retrouver un âge des colonies numériques comme on en a déjà connu. Donc voilà, donc je pense que peut-être c'est pas la fin des nations, mais c'est peut-être le début des empires cyber. Guy-Philippe, est-ce que tu partages l'avis de Pierre ? Quelle est finalement la limite de cet État-nation où il y a effectivement une menace, comme vient de l'expliquer Pierre? Est-ce que finalement il ne faudrait pas parler plutôt de plateforme continentale? Alors, à nouveau, d'abord, ravi d'être ici et de continuer de prolonger la conversation très sympathique qu'on avait déjà eue il y a quelques années dans ce café. Et en fait, d'une certaine façon, pour prolonger ce que tu as dit, Pierre, et peut-être à ma façon pour aller un peu plus loin, dire que oui, nous sommes face à une révolution digitale qui est une révolution de la manière de créer de la richesse, qui est totalement comparable dans sa magnitude à la première révolution industrielle que nous avons connue. Cette première révolution industrielle, elle avait rebattu les cartes de pouvoir. Elle avait d'ailleurs permis l'émergence réelle des États-nations au cours du XVIIIe, XIXe siècle. Elle avait permis l'émergence d'une nation en particulier qui avait compris l'importance de la révolution industrielle, qui est la Grande-Bretagne, avec la création de la Royal Navy et être à la base de la révolution industrielle. Et aujourd'hui, on voit comme ça les cartes qui sont rebattues. Et elles sont rebattues au niveau des États, c'est ce que dit Pierre, mais je rajouterais qu'elles sont aussi rebattues au niveau des différentes structures de pouvoir que nous avons connues. Parce que par le passé de notre humanité, nous avons connu plusieurs structures de pouvoir, que ce soit les tribus, les clans, les cités-États, les États-nations, qui sont une création vraiment forte, propre en fait de la révolution industrielle, dans tout le substrat juridique, économique, culturel que nous connaissons. Et puis des choses plus larges qui ont pu s'appeler les empires sous l'Antiquité et qu'on voit réapparaître aujourd'hui d'une certaine façon sous la forme de grandes plaques continentales. Et le point que je voudrais souligner, c'est que la transformation digitale, elle met l'accent sur plusieurs éléments qui favorisent certaines de ces dimensions qui ne sont pas malheureusement celles des États-nations. Première dimension, c'est les effets de viralité forte et l'avantage des marchés qui sont très 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 larges. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a deux grandes plaques qui prennent l'essor, qui sont la plaque américaine, la plaque chinoise,
Si je regarde, Mary Makers, qui est une analyste de Wall Street, a fait une analyse des 20 plus grandes boîtes au monde aujourd'hui dans la tech. 40% sont américaines, 40% en gros sont chinoises. Le reste, on a quelques boîtes européennes et indiennes aussi d'ailleurs. Si je regarde les fameuses licornes, aujourd'hui, eh bien, sur 250, 280 licornes, il y a environ une centaine qui sont chinoises, une centaine qui sont américaines, et puis une quarantaine qui sont européennes. Il y a un point qui sont les effets de viralité, et qui fait que tout simplement, vous avez un marché de 300 millions, 600 millions d'internautes, 800 millions d'internautes, vous allez plus loin. Et ça, c'est au niveau des grandes plaques. Et au niveau infra, on voit aussi l'émergence aujourd'hui des villes, les villes qui deviennent les endroits de concentration du talent, et qui d'ailleurs qui créent des formes de divergence géographique entre les grandes mégalopoles et le reste des régions, qui sont peut-être d'ailleurs des explications des mouvements populistes aujourd'hui. On voit des populations qui sont larguées, qui ne sont pas dans les grandes villes, et qui réagissent par rapport à ça. Alors, ce n'est pas la fin des nations, vous l'avez dit tous les deux. En revanche, ça va se passer à un niveau supra. C'est ce que vient de dire clairement Guy Philippe. J'ai envie de vous demander, finalement, on parle depuis ce matin de la souveraineté numérique, de l'autonomie stratégique. Quel regard vous portez sur ce sujet quand on prend en compte cette nouvelle dimension? Alors, c'est important de rappeler que Internet ne vient pas s'ajouter au monde que l'on connaît, il le remplace. Donc c'est en fait le vrai grand remplacement, c'est ça. C'est Internet qui remplace tout le reste. Et pourquoi? Parce que les technologies numériques ont gagné à peu près 1 million de fois en efficacité en 20 ans, et ça va doubler l'année prochaine, qu'elles bénéficient de l'effet réseau, c'est-à-dire la valeur d'un réseau est égale au carré du nombre de nœuds qui le composent. Donc par exemple, vous avez 10 machines, la valeur de chaque machine et du réseau est 10 au carré, ça fait 100. Vous avez 11 machines, ça passe à 121, c'est-à-dire vous avez un gain de 21%, simplement en ayant augmenté de 10% le nombre de machines, et des centaines de milliers de machines rejoignent le réseau tous les jours. Et ces effets réseau, ils sont à de multiples étages. Ils vont des données aux processeurs, au système d'exploitation, etc. Donc on a un gisement de productivité, un effet levier de productivité comme on n'en a jamais connu dans l'histoire de l'humanité. Et donc, naturellement, nous avons tout envoyé sur le réseau. On a envoyé sur le réseau eh bien, nos données, bien sûr, nos souvenirs, nos mémoires, nos carnets d'adresses, nos plans, nos secrets et l'intégralité de nos vies, de nos affaires, de nos stratégies. Et la seule chose qu'on n'y a pas mis, c'est la République. Puisque là aussi, nous sommes partis bien loin sur le réseau. Vous avez chacun un double numérique. Ce double numérique est un migrant. Donc là aussi... le grand problème, ce n'est pas forcément les migrants physiques, mais c'est surtout les migrants numériques que vous êtes tous, puisque vous êtes migrants en Californie sans aucun droit, et que votre double numérique fait l'objet d'opérations qui vont déterminer de plus en plus de choses dans nos vies, puisque ceux qui utilisent ces données les utilisent pour limiter vos choix. Limitez vos choix, donc limitez votre liberté, vous orientez vers des choix, ça peut être des choix politiques, il y a eu des scandales récents, ça peut être aussi des choix économiques. Donc on est dans une situation là de dissolution de la nation, et c'était résumé en fait dans une conférence au ministère des Armées récemment en disant que l'armée jadis défendait un morceau de sucre. C'était facile, c'était un pays, donc il y avait des arêtes, il y avait une consistance, il y avait un dedans et un dehors. Et aujourd'hui, sur le réseau, on nous demande de défendre de l'eau sucrée, c'est-à-dire quelque chose qui est extraordinairement dispersé avec l'intégralité des identités numériques. Donc la souveraineté, c'est la maîtrise de son destin sur un territoire, c'est la loi commune. Donc la souveraineté n'est pas la liberté, puisque vous avez des États qui peuvent être des États souverains et ils se servent de cette souveraineté pour maintenir leur dictature, mais vous n'avez pas de liberté sans souveraineté. La liberté, elle est garantie par le droit. Le droit est garanti par l'ordre public est garanti par la souveraineté. Vous n'avez pas de souveraineté, vous n'avez pas de liberté. Or, aujourd'hui, nous ne sommes pas souverains sur le réseau. Les processeurs, les appareils, les systèmes d'exploitation, les applications, les plateformes sont toutes sous droit étranger. Et donc, par conséquent, on vous demande sans arrêt d'accepter
des conditions, et d'ailleurs, si vous ne les acceptez pas, vous ne pouvez plus utiliser les services. RGPD, le Règlement général de protection des données qui arrive aujourd'hui, va soit être un vernis sur ce pillage généralisé, soit un acide qui va le ronger. Ça, c'est ce que nous dira la suite de l'histoire. Donc nous sommes dans un monde qui soudain est privé de souveraineté, et un monde dont, je dirais, le peuple lui-même qui constitue la nation s'est dispersé dans des serveurs un peu partout. Donc ça, c'est la base à partir de laquelle il faut repenser la souveraineté, et il faut la repenser en termes de souveraineté numérique. Donc je laisserai la parole à Guy Philippe. Je la reprendrai ensuite pour bien montrer que ce n'est pas une fatalité, qu'il y a une perspective, et que c'est justement ça qui est notre horizon aujourd'hui. Alors pour rebondir là-dessus, je vais à la fois pousser peut-être le curseur encore plus loin sur justement ce que tu dis, cette destruction de ce sentiment de souveraineté, et en même temps, peut-être pour te couper un tout petit peu l'herbe sous le pied, mais pas trop, je te rassure, montrer qu'il y a des exemples d'États qui ont compris ce qui se passe et qui sont capables aujourd'hui de rebâtir leur souveraineté. Alors j'avais dit deux chocs, le choc des grandes plaques continentales et le choc des cités-États qui prennent un petit peu en sandwich l'État-nation. Il y a un troisième choc supra que tu as évoqué, Pierre, qui est effectivement celui de ce que seraient de grandes plateformes universelles qui sont géolocalisées, qui ont leurs quartiers généraux dans tel ou tel pays, mais qui en fait fonctionnent, réfléchissent déjà de manière même supra-internationale. Et derrière ça, ça pose, c'est vrai, des questions assez étonnantes sur à qui nous, en tant qu'individus, nous allons finir par réellement dépendre d'eux. Je prends un exemple, les choses qui sont fondamentales dans la vie. Être capable de s'éduquer, gagner de l'argent. Hein, si je reprends une petite casquette marxiste, à savoir l'infrastructure détermine la superstructure. Là où je réussis à récupérer ce qui me permet de vivre, eh bien, c'est ce qui va déterminer ma culture. Bon. Et puis d'autres éléments autour de la protection de mes revenus, la santé. Aujourd'hui, il existe des plateformes, entre guillemets, universelles, qui vous permettent de vous former. Allez sur Udacity, Udemy, etc. Qui vont vous permettre après de trouver un job. Ça va être Upwork, Hopwork, c'est freelance, c'est le démarrage de nouveaux modes de travail. Vous pourriez aussi aller sur Jobatical, qui est une start-up estonienne qui vous permet de trouver un job n'importe où dans le monde. C'est-à-dire que pour récupérer ce qui est la chose la plus importante pour vous, c'est-à-dire vos revenus, ce qui vous permet de vivre, de faire vivre votre famille, vous n'êtes plus dépendant de périmètre national. Vous pouvez avoir, en tant que freelance, un consultant qui va être au Japon, en Amérique latine, etc. Vous en foutez du pays. Cet argent, ce revenu que vous gagnez, il est préservé, protégé par ce que moi j'appelle le white net, c'est-à-dire l'ensemble des forces de cybersécurité et des systèmes bancaires qui permettent de contrôler, protéger les revenus. Puis il y a même des startups qui vous permettent de dire, quelle que soit votre condition médicale, vous pouvez aller dans tel ou tel pays selon vos mutuelles pour optimiser. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des structures supranationales qui sont des structures de choix, qui sont universelles, et si elles vous permettent de trouver l'argent, de vivre, ben là, vous êtes au cœur de ce qui vous définit, vous. Bon, ça, c'est un point. Et donc, c'est pour tirer encore plus loin, d'une certaine façon, ce que tu as dit, Pierre. Maintenant, et c'est mon dernier point, il y a effectivement des États qui ont compris ce jeu qui est le jeu des réseaux. Puisqu'on parle de quoi là? On parle de réseaux mondiaux. Et dans ce jeu de réseaux mondiaux, on n'est plus dans un univers d'indépendance nationale qui s'affrontent, qui se confrontent, mais en réalité dans un jeu d'interdépendance où, d'une certaine façon, l'acteur qui est le plus souverain, c'est-à-dire celui qui arrive à maintenir ses positions, ses intérêts politiques et à développer d'ailleurs son influence, c'est celui qui n'est pas le plus indépendant des autres, mais celui qui est le plus interdépendant des autres. Et celui qui est le plus utile aux autres. Je donne deux exemples. L'exemple d'Israël, par exemple, qui, par ses avancées dans la cybersécurité, ce qu'ils appellent le cyber power, sont très utiles à des acteurs comme l'Amérique, peut-être l'Europe, et donc tiennent finalement aujourd'hui parfois sur certains sujets des positions qui ne sont pas acceptées potentiellement par toute la communauté internationale, mais comme ils sont très utiles aux autres,
et qu'il y a ce jeu de je te tiens, tu me tiens par la babrichette, eh bien, Israël arrive à maintenir ses positions diplomatiques. Alors, est-ce que, Guy Philippe, dans ce que tu dis, on comprend bien les références à l'Estonie, à Israël, donc des petits pays qui affirment une stratégie numérique très forte. Est-ce que finalement, ce ne sont pas eux qui pourraient renverser un petit peu ce rapport de force qu'on imagine, peut-être à tort d'ailleurs, se jouer entre les grandes puissances? Alors, c'est ça qui est intéressant, mais encore une fois, on l'a déjà vu dans l'histoire des révolutions économiques. En 1750, la France, c'est 28 millions d'habitants. La Grande-Bretagne, c'est une petite île de 7 millions d'habitants. Mais comme la Grande-Bretagne est la première à se saisir de la révolution industrielle, eh bien, le pays qui bâtit l'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, un siècle plus tard, c'est la Grande-Bretagne. Et on voit aujourd'hui donc des petits pays qui ont cette force de comprendre leurs faiblesses. C'est un petit peu, si je faisais une métaphore, ce qu'on a vu dans le capitalisme. On avait l'époque des grands conglomérats dans les années 70, et puis on s'est rendu compte que non, il fallait se repositionner sur certains métiers particuliers. Eh bien, il y a les grandes plaques continentales, et les pays, eux, qui n'ont pas la capacité de représenter 300, 500, 800 millions d'habitants, ils sont obligés de se focaliser. Et ce sont justement ces petits pays, parce qu'ils savent qu'ils ne représentent pas grand-chose, qu'ils sont obligés d'être très focalisés, centralisés sur certaines activités. Ces petits pays comme, tu l'as évoqué, l'Estonie, Israël, d'autres pays nordiques, qui ont mis le paquet sur être les premiers dans la transformation digitale, pour des questions de sécurité aussi d'ailleurs, eh bien, qui aujourd'hui, d'une certaine façon, arrivent à maintenir leur influence parce qu'ils ont compris qu'il fallait être interdépendants, qu'il fallait être utile aux autres. Et parce qu'ils sont utiles aux autres, eh bien, ils gagnent le haut du pavé. Donc des pays agiles et influents qui maintiennent leur souveraineté. Pierre Bélanger, votre regard sur ces petits pays dont on parle? Je crois que le Congo était très utile à la Belgique quand c'était une colonie. Donc je pense que cette utilité dont tu parles avec raison, nous l'échangeons contre notre sève, notre sang, nos secrets, notre travail et notre valeur ajoutée de demain. Donc nous exportons nos données que nous réimportons sous forme de services. Et le prix à payer, c'est que les réseaux sociaux sont en Californie et les plans sociaux sont en Picardie. Donc il y a une destruction de valeurs, il y a une destruction d'emplois, il y a une destruction de richesses qui est absolument massive en contrepartie de services immédiats. Il y a déjà eu des problématiques de même nature en Inde où le coton était exporté en Angleterre et réimporté sous forme d'indienne, ce qui est un paradoxe. Et à un moment donné, Gandhi, la population indienne, ça figure même sur leur drapeau, a considéré que la souveraineté textile était la première étape de l'indépendance, c'est-à-dire être le gestionnaire et le maître de sa propre création de valeur à partir de ses propres ressources. Donc cette notion d'utilité, elle est légitime pour l'empire qui la constitue, puisque ce sont des empires de service et ce ne sont pas des empires de contrainte. Il n'empêche que le résultat est le même, c'est l'appauvrissement et le pillage et la dépendance. Alors lorsqu'on veut faire un État et lorsqu'on réfléchit souveraineté numérique, on vous dit mais souveraineté, comment faire quand il n'y a pas de territoire, il n'y a pas de frontières, etc. En fait, si. On peut tout réimaginer et le point de départ, c'est les données. Aujourd'hui, on nous parle de données personnelles et il y a toute une réglementation qui protège l'individu et ses données personnelles. Mais la notion de données personnelles est une notion assez dépassée, assez ancienne, puisqu'elle correspond qu'à une certaine typologie de données. Une donnée personnelle est une donnée qui ne renseigne exclusivement que sur sa source. Vous avez très très peu de données qui ne renseignent que sur leur source, c'est-à-dire qui serait comme dans un sac de billes, vous prenez la donnée personnelle, et puis voilà, elle est là, et puis il y a toutes les autres dans le sac. En fait, c'est aujourd'hui une pelote de laine. Un rendez-vous implique plusieurs personnes. La présence dans cette salle, à qui appartient, c'est les données personnelles de qui? Le fait qu'on soit là tous. En fait, on s'aperçoit très vite qu'on est dans des situations proprement absurdes. Et en fait, il est très paradoxal que dans le monde où tout se met en réseau, on nous parle encore de données personnelles comme si elles étaient individualisées en termes de contrôle et responsabilité. En fait, il y a sur chaque donnée des droits individuels, des droits consultation, retrait, modification, oubli, etc. Mais ces droits-là, en fait,
dépendent aussi de droits d'autrui. C'est-à-dire que lorsque je dis une application me demande mon carnet d'adresses. En fait, ce que j'appelle mon carnet d'adresses, c'est les adresses des autres. Vous voyez déjà mentalement comment ça se passe. Et donc, par conséquent, nous sommes dans un réseau de données. Ce réseau, c'est pas une propriété collective, puisqu'il reste des droits individuels, mais c'est quand même quelque chose de commun. Donc, en droit, ça s'appelle une indivision. Donc nous sommes dans une indivision. Cette indivision, elle nous est commune. Ce n'est pas un bien public, ça n'appartient pas à l'État, encore une fois, mais ça a un impact fondamental, comme la santé publique, sur le devenir de chacun. Et donc, par conséquent, c'est un bien commun. Et comme il y a des données de sécurité dedans, c'est un bien commun souverain. Donc déjà, quand on établit l'objet juridique des données d'une nation comme un bien commun souverain, eh bien, soudain, on a le territoire. Le territoire, dans le monde numérique, c'est ce continent de données qui correspond aux données de tous les nationaux d'un pays. Ensuite, il faut établir une frontière. Une frontière physique, c'est on passe ou on passe pas. Dans le monde numérique, c'est on déchiffre ou on ne déchiffre pas, on comprend ou on ne comprend pas. Donc on voit soudain que, eh bien, oui, on a un territoire, c'est ces données. On a une frontière, c'est le chiffrement. Et enfin, il faut une loi commune. La loi commune, chez nous, c'est la Constitution et c'est la loi fondamentale dont dépendent toutes les autres. C'est un peu comme un système d'exploitation avec les applications. Donc là aussi, le fait d'imposer aux systèmes d'exploitation étrangers comme à nos propres systèmes d'exploitation la loi commune, c'est-à-dire Republic by Design, dans les systèmes d'exploitation et dans les processeurs, est quelque chose qui changerait beaucoup les choses. Donc on s'aperçoit qu'on peut avoir une loi commune, qu'on peut avoir une frontière, qu'on peut avoir un territoire et que donc on peut être absolument souverain si on le souhaite. Alors finalement, ce sera peut-être la dernière question. Guy Philippe, tu veux réagir sur... Si tu m'autorises, rapidement, parce que, bon, Pierre, tu as raison de parler des questions d'utilité de l'Inde, de la Grande-Bretagne. Il y a un point fondamental derrière ça, c'est la question de la valeur ajoutée. Hein. Le coton sous valeur ajoutée, la transformation du coton en un produit d'habillement, c'est là où le maximum de la valeur ajoutée était effectivement centralisé en Grande-Bretagne. Or, ce que l'on voit justement de ces questions d'interdépendance d'écosystèmes tels qu'Israël ou l'Estonie, c'est que le point maximum de valeur ajoutée, c'est quoi? Ce sont ces écosystèmes de talents concentrés dans des villes, que ce soit Tel Aviv, que ce soit Tallinn, etc., et qui sont ces endroits où on va fabriquer, sur la base des données, etc., les nouveaux services universels qui vont satisfaire le besoin de l'utilisateur. Et donc là, on est bien dans un renversement, en fait, qui est le cœur de cette question stratégique de l'interdépendance. Un renversement où le maximum de la valeur ajoutée, elle est dans la constitution de ces écosystèmes de talents qui, là, pour le coup, il faut préserver. Et je le dis, on a eu ces débats-là très souvent en France avec l'exemple de Dailymotion, Pépite, et on avait peur de voir partir, alors qu'Israël a célébré la vente de Waze par Google, à Google. Et ce qui était derrière, en fait, ça c'est mon interprétation, mais c'est que l'écosystème israélien a été une nouvelle fois légitimisé par cet exit à Google à 1 milliard de dollars, et que donc d'une certaine façon, cela a permis à de l'argent étranger, en particulier américain, de continuer à venir s'investir dans quoi? Dans le talent de plus haute qualité, et donc de faire vivre cet écosystème qui est, dans cette échelle de la valeur ajoutée, l'élément le plus haut aujourd'hui. Et la bataille, effectivement, elle est là. Il ne faut pas revendre les centres de R&D, il ne faut pas que les ingénieurs s'en vont. Les bureaux de vente peuvent partir aux États-Unis ou ailleurs. Il faut faire vivre les écosystèmes de talent. Parce qu'effectivement, la bataille, elle est là. Mais c'est la démonstration que font ces petits pays, de se concentrer sur le maintien de ce talent. Alors la dernière question, quelle place pour la France et l'Europe sur la scène numérique d'ici aux 10 prochaines années? Ah oui, c'est une bonne question. Ce que je crois, c'est que derrière ces belles histoires, derrière tout ce qu'on nous a raconté, et ce qui est vrai d'ailleurs sur ces merveilleux entrepreneurs d'Internet en t-shirt, dont je suis, puisque j'ai un t-shirt noir aujourd'hui. Donc derrière toutes ces belles histoires, il y a quand même un complexe militaro-numérique, il y a quand même des États. Donc il y a les belles histoires, il y a les garages, mais ils sont sur le pont d'envol d'un porte-avions. Donc tout est vrai, mais derrière, il y a un financement
par l'armée américaine notamment, par les différentes agences, qui est phénoménal. Vous n'avez aucune grande entreprise qui ne se soit développée sans une perfusion d'argent public militaire américain ou provenant des agences de renseignement qui est considérable. Et je parle sur un spécialiste, puisque tu viens de sortir un magnifique livre qui parle de ce sujet. Et donc justement, nous avons une industrie du renseignement. Au départ, c'était un artisanat, le renseignement. On a aujourd'hui une industrie. Et cette industrie, elle a le même centre de gravité que les entreprises privées. C'est l'information. C'est réduire l'incertitude. Il est probable que l'incertitude coûte à un pays entre 5 et 10% de son PNB. Dans un foyer, l'incertitude coûte très cher, dans une entreprise aussi. Au XXe siècle, comment a-t-on réduit l'incertitude? Très simplement par le gaspillage. Vous voulez distribuer un journal dans tout le pays, vous ne savez pas qui va l'acheter, vous en mettez partout dans les kiosques, vous avez 40% d'individus, vous avez 40% d'invendus, c'est normal. Et on a des pratiques de gaspillage, la moitié de la nourriture disparaît, 20% de l'eau perdue dans les canalisations. Nous sommes des habitués du gaspillage. Au XXIe siècle, on change de méthode, on remplace la lutte contre l'incertitude, au lieu de mettre le gaspillage, on met les données. Donc c'est 5 à 10% du PNB au point de départ, avec de surcroît l'effet réseau. Donc les entreprises ont intérêt au renseignement. Et bien entendu, le renseignement a intérêt à collecter des données de plus en plus massives pour les traiter. Donc on a des empires qui se constituent, qui sont des empires militaires, des empires de renseignement. Je ne crois pas qu'il y ait un état de paix sur le réseau. Je pense que l'état de guerre est l'état naturel du réseau, puisque la probabilité que quelqu'un ait une agressivité sur le réseau qui rassemble des milliards de personnes, dont la capacité de nuisance double chaque année, je pense que la probabilité de paix est réduite à zéro. Donc l'état de guerre est l'état naturel, et vous avez là-dessus des empires. Vous avez aujourd'hui un empire américain, vous avez un empire chinois, vous avez une zone, je dirais russe, qui est plutôt une clôture qu'un empire expansionniste, en tout cas du point de vue cyber. Et puis vous avez, exactement comme dans la mer au XVIIIe siècle, vous avez des pirates, des flibustiers, vous avez de plus en plus d'attaquants hybrides, qui sont à la fois des réseaux criminels et des États, donc ce qui crée des nouvelles complexités. Donc aujourd'hui, l'Europe... dans cet affrontement d'empires, c'est un buffet gratuit de clubs de loisirs. C'est-à-dire, c'est la même stratégie de défense. C'est-à-dire qu'on peut rentrer, on prend un plateau et on se sert. Et à la fin, quelqu'un vous dit « Ah, il y a le RGPD. Ah oui, je dois dire « I accept » où ?» Bon, et vous avez été bombardés d'ailleurs tous d'il faut accepter les nouvelles conditions, et tout le monde a fait OK, OK, OK parce qu'on voulait passer à la suite. Bon, et donc c'est ça le RGPD pour l'instant. Bon, donc on est dans une logique très précise qui est que l'Europe n'a pas de stratégie de souveraineté numérique, n'a pas de souveraineté numérique. Les pays d'Europe n'ont pas de souveraineté numérique, et donc c'est le buffet gratuit de données de deux empires en constitution, et il faut que ça change. Guy Philippe. Alors, je suis d'accord avec Pierre, évidemment, sur le rôle fondamental du militaire dans l'essor d'Internet, dans l'essor de toutes nos technologies digitales, et évidemment aussi sur une forme de désespérance, quand même, il faut le dire, par rapport à la situation en Europe. Alors derrière ça, en plus de ça, je pourrais même rajouter, il y a un fond géopolitique qui est assez terrible quand même. Si on se projette à une génération, d'ici une trentaine d'années, le premier PNB mondial, c'est la Chine. Le deuxième, c'est les États-Unis. Le troisième, c'est l'Inde, avec des masses autour de 15% du PNB mondial. L'Europe, je ne parle même pas de la France, l'Europe, c'est autour de 9% du PNB mondial. Bon. Donc déjà, ne pas envisager ces questions-là au niveau européen, c'est un petit peu suicidaire. Mais le dire, après, il y a toute une animation de cette entité, comme tu disais, Pierre, qui n'est pas réellement constituée, qui doit l'être, parce que les enjeux sont dramatiques. Et bien là, il y a des vrais trous dans la raquette. Effectivement, il y a un élément de RGPD, etc. Il y avait une stratégie, en fait, qui était celle de... On va continuer avec les cercles concentriques de confiance qui sont bâtis autour de ce qui étaient les anciens Five Eyes, avec quand même la méfiance qu'on doit avoir toujours par rapport à ça, mais où on acceptait un jeu de coopération. Et pour dire les choses, et là je dis un petit peu mon sentiment, mon opinion, c'est que le jeu ultime, le jeu final, c'est évidemment que tout le monde coopère avec tout le monde, qu'on arrive à un espace d'échange, etc.,
que même des puissances qui sont aujourd'hui dites révisionnistes, si je utilise le terme de McMaster, que sont la puissance chinoise, que sont la puissance russe, à terme, on arrive tous à se synchroniser dans un grand jeu mondial, mais évidemment, on n'y est pas. On n'y est pas, d'ailleurs, pour une des raisons qu'on a évoquées, à savoir la distorsion aujourd'hui entre ce monde des cités-États où se concentrent les talents et puis le reste des populations qui sont encore dans l'État-nation mais qui ne sont plus dans la mégalopole où se fabriquent les talents, et ça fabrique les révoltes de populisme, hein, en Europe, aux États-Unis, donc les distorsions. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est face à de multiples situations de crise. Donc pour finir sur le point que tu évoquais, Malini, l'Europe là-dessus, je partage le constat de Pierre, il n'y a pas de stratégie réelle, alors que le danger, il est là. Et les conflits, malheureusement, pour les conversations et les discussions et des débats qui ont plus d'une dizaine d'années, il y a un germe potentiel dans les cyberarmes en tant que telles, qui sont un facteur de risque et d'escalade militaire. Et là, on a quand même un petit peu une convergence des problématiques. Donc, tout ça pour dire quoi ? Que on parle de politique militaire européenne, et c'est bien. On parle de politique économique européenne, mais on n'en parle pas assez. Il y a une dimension de renseignement, une dimension digitale qui est absolument fondamentale, mais qui n'est pas traitée. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous propose qu'on prenne une ou deux questions avant la prochaine table ronde. On a effectivement compris qu'il y a beaucoup à faire encore sur ce sujet. Alors, il y a une question, monsieur, juste devant. Est-ce qu'on peut donner un micro, s'il vous plaît, à messieurs dans la salle? Merci. Julien Randel, ce coup-ci, c'est une question. Enfin, deux. Vous êtes député européen. Qu'est-ce que vous faites au Parlement pour changer la donne au niveau de la souveraineté numérique? Deuxièmement, vous êtes candidat en 2022 au présidentiel. Qu'est-ce que vous intégrez dans votre programme de futur président de la République pour changer la donne à très court terme sur la souveraineté? Donc, sur le RGPD, vous avez raison de le souligner parce que c'est un député qui a fait le RGPD, qui l'a poussé, qui l'a voulu. Et il ne faut pas négliger qu'une initiative individuelle persistante peut aboutir. Donc il ne faut pas désespérer de grandes administrations. Il est toujours possible de faire avancer les choses. Et c'est un député vert, je crois, qui a poussé le RGPD. Donc on peut faire les choses. Alors ce qu'il faut faire, c'est très simple. En fait, c'est pas compliqué. Je ne pense pas qu'il faille devenir président de la République. Je pense que il suffit simplement de motiver un groupe majoritaire. Et je pense que la question de la souveraineté numérique va se poser comme une question de survie pour le pays. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on ne vit plus dans un pays, qu'on vit dans une économie, et que donc tous les sujets de souveraineté ne sont plus traités, puisqu'on se dit c'est une économie dans une économie mondialisée, donc on n'a pas à traiter les sujets de souveraineté. Je pense qu'on va être ramené très, très brutalement à cette dimension justement d'une économie dans un pays, parce que on parlait, quand il y a eu le débat sur la communauté européenne de défense, la CED, on disait, c'est très formidable, en fait, il y a un grand choix que la nation doit faire. Est-ce qu'on est sous le parapluie nucléaire américain ou bien on construit notre propre souveraineté? Le choix a été fait à l'époque de la souveraineté nucléaire, la souveraineté atomique. Souveraineté numérique, c'est pareil. Sauf que ce n'est pas un parapluie, c'est un aspirateur. Donc qui aspire l'intégralité des données et qui nous les ressort de manière très très compétitive à notre rencontre. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Tout simplement déjà reconnaître l'objet juridique qu'est le réseau de données. C'est-à-dire, au lieu de parler grain de sable par grain de sable, de parler plage et de dire que c'est une entité juridique qui existe. Ensuite, considérer que l'ensemble des données ne doit pas quitter le territoire national et que donc, par conséquent, localisation physique et juridique des serveurs pour tout stockage ou traitement de données. Ce qui veut dire que les algorithmes qui ne quittent jamais leur territoire souverain devront être présents sur le territoire national pour rendre les mêmes services et donc être soumis à l'examen juridique de juges dans le cas où on considérerait que, et de plus en plus, ils vont intervenir dans des litiges. Mais pour l'instant, ils ne sont inaccessibles à la justice française. Donc, reconnaître l'indivision des données et le réseau de données, adopter des protocoles de chiffrement
et adopter pour nos données des principes tout simples comme l'extraterritorialité de la monnaie américaine qui est extraterritoriale. On peut extraterritorialiser aussi le droit de nos données. Il y a différentes manières de le faire. Donc je pense qu'en une demi-page toute simple, on retrouve la souveraineté numérique. Alors on pourrait dire oui, mais les géants américains refuseront. Ils ont accepté en Chine, ils l'ont accepté de manière assez terrifiante en Chine d'ailleurs. Il faut savoir que iCloud en Chine, tous les serveurs sont maintenant au ministère de l'Intérieur chinois. Et que donc, je pense qu'à partir de ce qu'on peut faire avec une dictature, peut-être qu'on peut le faire avec une démocratie. Alors, ça marche évidemment parce qu'on a face à nous un marché de 1,2 milliard, 1,4 milliard de consommateurs et que la France, c'est 60 millions. Donc, ça fonctionne parce qu'on fonctionne au niveau européen, oui, si on avait une législation européenne, bien sûr. Et en tant qu'acteur de l'Union européenne, on est un acteur agissant pour y arriver, mais si on se concentre juste sur l'Hexagone, on n'aura pas le rapport de force. Et j'ajouterai sur les questions de souveraineté cyber et les questions d'ailleurs de cybersécurité, qui sont souvent en fait aujourd'hui des questions qui sont pluridisciplinaires, internationales. Quand il y a une menace, elle n'est rarement concentrée que sur un pays ou sur une zone. Elle peut être mondiale. On l'a vu avec NotPetya, qui est une attaque russe qui s'est répandue à travers le monde et en particulier en Europe de l'Ouest et aux États-Unis. Et là, ça demande souvent des réactions qui sont conjointes, qui sont des réactions de coopération. Alors je dis ça avec le bémol terrible que représente l'administration américaine actuelle, qui remet en cause, mais d'ailleurs pour son bien propre et pour le bien de l'Occident, certains des mécanismes que nous avons développés depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais que si on avait un jeu clair et un jeu qui nous permette de bâtir un vrai système de sécurité, eh bien, nous reprendrions ce qui existait avant l'actuelle administration américaine, c'est-à-dire un jeu de coopération à petits pas, à grands pas, de façon à pouvoir le plus rapidement possible identifier où est la menace, quelle est son origine, qu'est-ce qu'elle essaye de faire, qui sont des questions qui sont compliquées et qui se font souvent d'une façon un petit peu kaléidoscopique, comme dans le renseignement où la coopération, elle est souvent très importante. Et derrière ça, qu'est-ce que ça veut dire pour les pays qui veulent être influents? Eh bien, développer des écosystèmes de start-up, parce qu'un point fondamental, l'innovation, très souvent, elle se fait dans les petites structures, elle ne se fait pas dans les grandes structures, et pour ça, il faut du financement. Une dernière question, monsieur. Je crois que vous avez un micro, oui. Merci beaucoup. J'ai une question qui s'adresse à Pierre Bélanger. Déjà, merci à tous les deux pour votre exposé et les nombreuses punch press. Je lirai peut-être votre livre. Et ma question, elle portait, vous avez défini les bases de ce qui pourrait être une souveraineté extraterritoriale qui s'appuie sur une loi commune, des données communes en indivision. Il y a une question que vous avez qui complète la question précédente, qui porte sur la gouvernance en fait. Qui pose les règles en fait de cette supra-territorialité, de cette souveraineté à part? Qui doit en poser les bas? Quel exercice du pouvoir? Quelles règles? Et juste une remarque, vous n'avez pas parlé du collectif et on voit des choses qui émergent, des initiatives qui émergent, le net, qu'on parle de change, etc., qui ne donnent pas énormément de choses aujourd'hui, qui font plus de bruit qu'autre chose en termes de pouvoir. Mais est-ce que ce n'est pas autour de vision et de choix communs en fait que va émerger de nouvelles gouvernances? Alors j'aime pas le mot gouvernance parce que c'est un mot où on ne voit pas vraiment où est l'autorité, comment les choses fonctionnent. Pour moi, c'est un mot mystérieux, comme l'auto-certification. C'est un mot un peu nuageux, je trouve. Mais pour bien répondre à votre question, en fait, il faut prendre... là, on parle d'une mondialisation numérique. On a la mondialisation physique. Qu'est-ce que la mondialisation physique? C'est des échanges entre nations qui n'ont eu de cesse d'augmenter, qui ont changé le monde et qui sont une coexistence de souveraineté. Donc en fait, l'unité de compte, c'est la souveraineté nationale. À partir de cette souveraineté nationale, vous pouvez avoir des alliances de souveraineté pour une démarche commune, c'est des entités comme l'Europe, mais l'unité de compte, c'est toujours la souveraineté nationale. Bon, à partir de là,
c'est intéressant de voir que le principe, là j'aime bien être un peu provocant parce que je trouvais qu'on était trop d'accord, mais l'idée de dire « ah ben on est trop petit », bon, apparemment, l'Équateur n'est pas trop petit, la République tchèque n'est pas trop petite, l'Inde a décidé d'avoir son propre système d'exploitation souverain, l'Indonésie également. Donc, en fait, ce n'est pas une question de taille, c'est une question de volonté. Mais le point qui est capital, c'est, je prends le cas de l'Allemagne, par exemple. L'Allemagne a décidé qu'elle ne pouvait plus avoir des serveurs qui étaient sous Patriot Act. Vous connaissez le Patriot Act, c'est l'accès à une demi-douzaine d'agences de renseignement, enfin plus d'une douzaine d'agences de renseignement sans mandat à tous les serveurs de sociétés américaines. Aujourd'hui, quand Microsoft fait un contrat en Allemagne, il est le donneur d'ordre d'un sous-traitant allemand qui a ses propres serveurs et qui sont des serveurs sous droit allemand. Donc si on veut de la souveraineté, on l'a tout simplement, quelle que soit la taille du pays. Maintenant, si la France décidait demain le rapatriement de ses serveurs, comme l'a fait la Russie, alors vous avez de la souveraineté numérique ouverte, vous avez de la souveraineté numérique fermée. La souveraineté russe est une souveraineté autoritaire et fermée. Nous, c'est une souveraineté démocratique et ouverte. C'est pas la même chose. Mais on peut parfaitement décider, la France seule, peut décider le rapatriement des données des serveurs. Alors de deux choses l'une, soit selon le traité de Rome, on ne peut pas décider de les mettre en France parce que le traité de Rome interdit libre circulation des personnes et des marchandises, donc des données, mais ça devrait être dans la communauté européenne, sauf s'il y a des données de sécurité. S'il y a des données de sécurité, et il y en a forcément, vous avez vu par exemple que des militaires qui faisaient du jogging ont été détectés parce qu'ils se géolocalisaient, donc il y a forcément des données de sécurité partout, donc à ce moment-là, on peut échapper au traité de Rome et décider unilatéralement le rapatriement, le stockage de toutes les données sur le territoire. Et regardez le RGPD, le RGPD c'est formidable, et je rejoins la question de monsieur, qui peut faire bouger les choses? Un pays peut faire bouger les choses, un individu peut faire bouger les choses, et c'est tellement exceptionnel que c'est une chaîne de dominos. Hein. C'est un domino tombe, tout tombe. C'est très intéressant de voir que le RGPD, où tout le monde dit c'est impossible, etc., etc. Aujourd'hui, on voit que ça devient la norme planétaire, que des réseaux américains ont décidé d'adopter le RGPD partout parce que, en fait, ça devient une unité de compte de protection des personnes. Et là aussi, il ne faut pas oublier le public. C'est que le public, le sentiment d'insécurité des données, le sentiment d'insécurité sur le réseau, la défiance qui succède à la béatitude qu'on a connue les précédentes années. Là aussi, il va falloir y répondre. Les États vont devoir y répondre. Et il y a beaucoup d'initiatives minoritaires qui se mettent en jeu autour du logiciel libre, autour de gens qui s'associent aussi pour stocker leurs propres données. Il faut laisser faire ces initiatives-là, sachant que par rapport au grand public, elles seront toujours minoritaires, mais qu'elles sont aussi un formidable aiguillon pour avancer. Donc je pense qu'on a vraiment toutes les cartes en main de manière très positive. Bien, Guy-Philippe, un dernier mot, tu voulais ajouter? Juste pour ajouter, oui, bien sûr, RGPD, mais RGPD, encore une fois, je me répète, parce que c'est européen, parce que l'Europe pèse encore 20-25% du PNB mondial et aucune boîte mondiale ne pourrait s'extraire, ne pas jouer en Europe aujourd'hui. Mais dans 30 ans, à nouveau, les cartes seront redistribuées. Nous aurons, je l'ai dit, les États-Unis, la Chine, l'Inde, l'Asie non chinoise, non indienne. Et l'Europe ne pèsera que 9%. Alors certes, c'est toujours un poids. Mais encore une fois, oui, ça marche si on réfléchit au niveau de la plaque européenne. Et certes, effectivement, on peut avoir un député ou un pays qui agit à l'intérieur de cette plaque. Mais le jeu, désormais, il est au niveau de la plaque. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Merci de vous être prêtés au regard croisé.